Bonjour et bienvenue pour ce dernier volet du premier épisode de ce podcast. Ce volet est plus long, mais de toute façon, je considère que si vous êtes venu jusqu'ici, ça vous intéresse. Je vous invite à voir les interviews d'avant pour pouvoir comprendre ce qu'on dit ici. Vous allez encore m'entendre un petit peu et puis me voir à moitié. Une grande partie de la discussion va se tourner sur les questions qu'ont posées les deux personnes que j'ai interviewées avant cet ami-là. Si vous n'avez pas vu les interviews de ces personnes-là, après cette vidéo, si jamais vous avez trouvé leurs questions intéressantes, je vous propose aussi d'aller voir ces témoignages pour comprendre aussi d'où sortent leurs questions. Et puisque je vous reprendrai pas en fin de vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker, évidemment, à vous abonner si ça vous intéresse. Il va y avoir de futures plongées comme ça, qui sont prévues, notamment avec des profils plus scientifiques. Et comme toujours, je vous demanderai de la bienveillance pour ce qu'on dit. Et n'hésitez pas à nous donner les retours et même à répondre aux questions, vous-même, dans les commentaires des différentes capsules vidéo qu'on va voir. C'est super intéressant. Et de toute façon, je ferai une vidéo quand j'aurai fait plusieurs interviews et que j'aurai des capsules vidéo comme ça. Et ben, on fera une vidéo avec les réponses de plein de gens à ces capsules vidéo. Voilà, donc c'est aussi un projet qui se monte au fur et à mesure. Et vu que c'est un projet qui se monte au fur et à mesure, je suis très preneuse de vos retours sur ce premier épisode en 5 volets pour faire les prochains. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et profitez bien de ce dernier volet avec cette personne. Même si, d'ailleurs, j'en profite pour dire que la semaine suivante de la publication de la vidéo que vous êtes en train de regarder, il va y avoir un retour, notamment avec la personne et une espèce d'analyse de ces 3 heures d'interview. Donc, si ça vous intéresse, et ben n'hésitez pas aussi à poser vos questions et tout, puisqu'on le fera dans la semaine qui suit pour avoir les retours aussi de tous les épisodes. Voilà, pour qu'on puisse réagir toutes les deux à ce qui s'est passé la semaine qui suit ou plus tard en tout cas. Je vais me taire et vous laisser profiter de la fin de cette plongée. Et vous allez voir du coup que la conclusion qu'on a, et ben, moi je la trouve très forte. Et d'ailleurs, la question qu'a posée cette personne porte sur la conclusion de cette interview. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, les questions qu'il y a ici, c'était les conclusions, vu qu'on le fait à la fin. Donc en fait, c'est au bout d'un certain temps de discussion avec les différentes personnes. Et du coup, à chaque fois, on réavance à partir de leur dernière réflexion, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, bon épisode! Comment tu perçois la catégorisation entre les différentes filières? Est-ce qu'il y a des rapports de hiérarchie, des rapports de force au niveau sociétal, au niveau des élèves? Comment tu perçois la catégorie littéraire? C'est peut-être parce que je viens d'un milieu beaucoup plus littéraire, mais moi, quand on m'a parlé de prépa au début, je pensais vraiment que c'était un enseignement réservé aux littéraires. Mais du coup, c'est probablement parce que je viens vraiment d'un milieu très littéraire en tout cas, de par les enseignements que j'ai choisis et les spé que que j'ai choisi de suivre, j'ai, enfin, j'ai, je me suis pas trop intéressée en fait aux sciences et aux scientifiques. Une fois que j'ai décidé de me concentrer sur les aspects plus sur tout ce qui est histoire, sociaux, littérature, tout ça. Une fois qu'on est dans la prépa, les rapports entre les filières, c'est assez cocasse. Il y a le cliché, et puis il y a ce qu'il y a derrière le cliché. Il y a les tensions réelles et non réelles. C'est les littéraires, c'est des libraires. Les échos sont des épiciers. C'est vraiment des vannes que m'ont sorti un pote.
et qui me disait ouais, telle prépa, bah, on les surnomme les garagistes, enfin voilà, et de l'autre côté, bah, enfin, c'est oui, les littéraires, on est vraiment considérés comme des rats de bibliothèque, comme des chômeurs qui ne font rien, parce que il y a le cliché du littéraire qui vit la vie de bohème. Cliché du littéraire qu'on entretient, hein. Je suis passée par 4 couleurs de cheveux différentes, mais, mais aussi parce qu'on s'habille bien. Euh, mais voilà, enfin, le littéraire qui a toujours 2, 3 bouquins sous le coude, et qui du coup donne l'impression de ne pas faire grand chose. Et puis de l'autre côté, il y a les littéraires qui pensent que bah, les scientifiques en font moins parce qu'en fait, les scientifiques, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins cette réflexion parce que bah, ce sont plus enfin, de notre compréhension littéraire, en fait, ce sont plus des exercices, des formules de maths à apprendre et enfin, j'ai vraiment l'impression que les prépas scientifiques, c'est beaucoup plus du par cœur bête et méchant et enfin, de l'application de théorèmes et du calcul que la réflexion qu'on a en littéraire. Et ce manque de compréhension entre les deux filières fait que bah, il y a cette catégorisation certaine, parce que bah, les uns sont persuadés que les autres bossent pas, et du coup, bah, il y a des moqueries, des petites vannes les uns entre les autres, mais ce qui fait aussi que bah, ça entretient l'animosité. Et puis, euh, et puis de l'autre côté, bah, c'est aussi vraiment juste un manque de compréhension parce que bah, on bosse autant en fait, on bosse autant, mais c'est juste qu'on bosse pas pareil, on bosse pas les mêmes choses. Et c'est des choses qu'on ne peut pas bosser de la même manière, tout simplement. Euh, En littéraire, on a besoin de lire énormément de choses, d'assimiler plein de concepts différents, ce qui passe par le fait de lire plein de choses. Tandis qu'en scientifique, je sais pas comment ça marche. Mais voilà, en fait, c'est ça. On sait pas comment ça marche. Et ça fait que bah, on peut pas comprendre et on peut pas. On peut pas. Enfin, on peut. Ouais, c'est ça, c'est juste on peut pas comprendre comment fonctionnent les scientifiques si on sait pas comment ça marche, et la réciproque est vraie. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions et qu'il y a ces blagues sous couvert de rigolade qui sont en fait le reflet aussi de ce que pensent les élèves, quelle que soit leur filière, alors que typiquement, c'était relou à lire, mais par exemple, si on reprend Platon dans La République, il dit que par exemple, pour être un bon philosophe, bah, faut faire des maths. Et c'est vraiment des choses comme ça, et le pont entre les deux filières devrait être fait. Parce que ce qui est appris dans une filière est utile dans l'autre. Et, et en soi, il y a certaines choses qui, je pense, ne nous servent à rien, en fait. Enfin, que certaines choses, si on fait le pont, ne sont pas forcément utiles. Mais dans l'ensemble, enfin, les scientifiques ont une manière de voir les choses qui est beaucoup plus carrée, beaucoup plus organisée que les littéraires qui ont tendance à partir un peu bah, dans des réflexions plus poussées, plus parfois tirées par les cheveux. Enfin, on part un peu dans tous les sens. Alors que les littéraires, enfin les scientifiques sont plus carrés parce que il y a vraiment la démonstration mathématique, par exemple, qui suit un point qui est ordonné, qui part d'un point A à un point B sans partir par le point Z. Et ça, bah, justement, c'est pour ça que Platon dit qu'il faut faire des maths, c'est parce que c'est quelque chose qui est organisé et qui permet de structurer la pensée. Et les littéraires, honnêtement, on aurait grandement besoin de ça. Et, euh, et de l'autre côté, les scientifiques auraient aussi besoin de la liberté qu'ont les littéraires. Et, euh, et ça permettrait aussi de se détacher un peu du cadre bien fixé par l'enseignement, par ce qui est attendu, et de pouvoir s'en détacher et se libérer un peu plus, partir, pousser un peu plus la réflexion quand on pense que ça mérite d'être poussé. Je pense que mon point de vue sur la question est assez. C'est un point de vue assez à part parce que avec l'internat,
Avec l'internat, on est vraiment tout le temps avec des gens de filières différentes, mais comme on est tous en prépa, en fait, on pleure tous ensemble. Tous ensemble. Mais enfin voilà, comme on est tout le temps avec des gens en prépa, en fait, on traverse les mêmes galères, donc ça change le point de vue, je pense, sur les différences entre les filières. Mais enfin, quand je suis au lycée, on est beaucoup moins dans cet échange entre filières où enfin, on a nos salles de classe, on a nos a priori sur les scientifiques. Quand on mange ensemble, bah, on mange avec les gens de la classe. On va pas vraiment, enfin, on fréquente assez peu en fait les autres filières. Pour les gens qui sont en dehors de l'internat, ils restent vraiment tous entre eux de la classe. Ce qui fait que. Enfin, après, je pense en scientifique, c'est peut-être différent parce que bah, il y a cette grande étiquette de scientifique par-dessus les filières. Ok, c'est pas différent, on me dit derrière la caméra, on me dit dans l'oreillette que ça ne se passe pas du tout comme ça. Non, mais c'est entre classes. À la limite, entre filières, mais c'est différent. J'étais à Saint-Louis, c'est comme les scientifiques, on parlait à personne. Hein. Donc non, c'est pas vrai. Ça reste dans toutes les filières et c'est peut-être un problème aussi d'avoir une classe. Tu vois, la réforme du lycée, pour moi, ce qu'elle m'a apporté, c'est le fait qu'on avait des cours. Parce que moi, mon lycée s'était organisé, on avait un tronc commun, on avait une matière avec une classe, une autre matière avec une classe, une autre matière avec une classe. On voyait des gens différents. Là, et c'est aussi pour former un groupe classe contre les autres, ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est l'idée qu'on en a. Mais il n'empêche que du coup, ça fait de l'entre-soi, ça renferme. Et tu vois, en fait, pousser la réforme du lycée. Bah, je sais pas d'ailleurs, toi, si tu veux t'exprimer là-dessus, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Hein. Enfin, bah, l'idée était bien, la manière dont ça a été appliqué, la manière dont ça a été appliqué dans les lycées et dans ce qui est censé suivre dans l'enseignement supérieur a fait que, bon, in fine, c'était vraiment juste. Enfin, il y en a certains qui se sont fait plaisir. Moi, j'ai des potes qui se sont vachement amusés. Enfin, j'ai un pote, il a fait SVT, maths SES, il me semble. Non, il a fait SVT, HLP, SES. Enfin, des trucs qui avaient rien à voir, quoi. Et parce que bah, lui, derrière, dans tous les cas, il savait qu'il allait intégrer l'école qu'il voulait intégrer, qu'il n'avait pas besoin du tout de passer par des filières précises et que du coup, il a pu se permettre de s'amuser dans les filières qui l'intéressaient. Et du coup, il s'est permis cette liberté-là, mais la plupart des élèves, en fait, avec la réforme du lycée, ont juste reproduit les modèles de filières qui existaient avant, parce que bah, derrière, les écoles, les prépas, les licences moins, mais quand on veut intégrer un truc, en fait, on va faire on va suivre les modèles en fait que connaissaient les établissements qu'on veut intégrer, ce qui fait que, si on veut intégrer une école de médecine, bah, on va faire maths, physique, SVT, et si on veut faire de la littérature, bah, on va faire HLP, AGGSP et LLCE ou d'autres trucs du même style en fait. C'est vraiment, on reproduit les filières telles qu'elles étaient, mais avec des enseignements un peu plus spécifiques et, et un peu plus poussés, c'est tout. Mais c'est pour ça que c'est dommage, parce que de l'autre côté, ce qu'on a appris dans les filières était juste passionnant. Et, voilà, l'idée de faire un tronc commun à toutes les spécialités, bah ça c'était bien parce que ça faisait qu'il y avait moins de différence entre les littéraires et les scientifiques sur le terme du tronc commun. Mais pour le reste, c'était pas assez. En fait, comme l'enseignement supérieur n'a pas suivi, ça a un peu fichu en l'air l'idée de base qui était de permettre une pluridisciplinarité et d'avoir des enseignements plus poussés dans des domaines plus diversifiés. Et ben la question que j'ai envie de poser, c'est quoi ton émotion principale
prendre un peu de temps pour réfléchir. Mais supposons qu'on parle d'une personne, en tout cas l'émotion principale, quand on est ou quand on a été en prépa. Je pense qu'on ressent différentes émotions au quotidien. Mais vu qu'on passe quand même 8 heures par jour en prépa, je pense quand même notre quotidien est teinté par une émotion particulière, une émotion majoritaire. Et la vraie question, c'est quoi cette émotion? Moi, je peux le dire, quand j'étais en prépa, l'émotion majoritaire que j'avais, c'était la peur. Quelque chose me dit que dans la vie, quand la première émotion que tu ressens, c'est de la peur, il y a peut-être un problème, globalement. Mais ouais, c'est une bonne question que j'ai bien envie de poser aux gens qui sont dedans. C'est quoi l'émotion? Voilà. Donc, c'est ce que Je pense que c'est quand même assez différent parce que nous, en littéraire, on n'a jamais 8 heures de cours par jour. Tout au plus, Vous avez beaucoup de 7 heures. matière. On a beaucoup de matière, mais on a un taux horaire qui est moins important. Est-ce qu'en fait, vous avez plus de travail personnel? Ouais. Vous en avez énormément, mais... Ouais. Et ça, c'est un truc différent. Mais c'est un truc que je vais analyser parce que si nous, on a 3 profs. C'est-à-dire que tu vois, t'imagines, t'as tes profs que tu détestes là. Imagine, tu tombes sur eux et ça te fait un tiers de... Ouais, c'est ça. Tu vois, Alors ça, que c'est nous, on a un des vraiment, problèmes majoritaires. Et c'est aussi la pluridisciplinaire, machin truc. On a 7 profs, quoi. Ouais. Et à peu près égalitaire. Nous, techniquement, on en a 2 autres, tu vois, mais on les voit 2 heures alors que les autres, on les voit 10, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que, tu vois, les profs qu'on voit 10 heures, genre par exemple en SVT, on pourrait très bien avoir un prof de biologie, un prof... Tu vois, à la fac, ce qui est différent, c'est que chaque cours, chaque UE, c'est un prof. Ouais, il y t'as a une grande matière, mais il y a les sous-parties de la matière quoi, qui sont spécifiques à chaque prof. Ça qu'on n'a pas, nous. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, déjà, entre le concours, qui fait plus le fait qu'on ait une autorité, c'est vraiment, ta vie est modulée par 3 personnes, tu vois. Ouais. Vous avez un peu ça, mais moins. Bref. Alors, premier truc, puis je te laisse répondre et je viens te montrer le deuxième truc, d'accord? Est-ce que les autres personnes se sentent gênées aussi de parler de la prépa, mais dans un cadre autre que la prépa? Parce que du coup, quand on parle de la prépa à des gens qui sont pas allés en prépa ou qui du coup vivent la prépa indirectement à travers... en connaissant du coup quelqu'un qui a fait prépa, parfois on se heurte à de l'incompréhension, des gens qui réussissent pas à comprendre du coup la fatigue ou le niveau de travail, ou au contraire des gens qui parfois du coup visualisent le travail qu'on fait et juste nous demandent mais pourquoi est-ce qu'on continue de faire ça? Parfois je préfère presque ne pas du coup parler de ce que je fais ou rester très vague plutôt que de développer, et c'est dommage parce que du coup je me censure et parfois c'est lourd à porter. Du coup je voulais savoir si les autres ont aussi cette difficulté parfois à communiquer sur la prépa. C'est une question super intéressante que nous pose la Mathilde. Non, sa question est vraiment intéressante parce que, outre le fait que l'on peut se heurter à de l'incompréhension, des gens qui comprennent pas, voilà, moi on m'a dit ah t'as 7 heures de cours par jour, tu peux pas être fatigué, quand tu seras dans le monde du travail, tu bosseras plus, ce sera beaucoup plus fatigant, quand tu seras malade ou quoi que ce soit, tu pourras pas te permettre de pas aller au boulot ou quoi que ce soit. Et pour avoir un peu bossé, même si je sais que c'est pas le job que je vais faire pendant les 46 prochaines années de ma vie, mais je vois bien la différence entre la prépa et le monde du travail, et c'est pas du tout pareil. Le monde du travail, voilà, j'ai bossé cet été à temps complet, j'ai fait des semaines de 40 heures. J'y suis allée même quand je voulais pas y aller, que j'avais passé une journée pourrie la veille avec certains clients que je voulais plus revoir, qu'il y a des clients qui peuvent se montrer parfois virulents et que malgré tout, faut rester là, faut garder le sourire et faut garder la tête haute parce que c'est le travail et qu'à la fin du mois, on est payé. Et j'ai connu du coup, je connais les 2 types de fatigue et c'est pas du tout la même chose parce qu'il y en a une, c'est vraiment une fatigue physique d'une journée bien remplie, voilà, le truc un peu cliché de la journée de travail.
Et même si je peux percevoir que quand c'est le job que tu fais tous les jours, bah, c'est pas le même type de fatigue. Je pense pas que ce soit le même type de fatigue que l'on ressent en prépa, où c'est vraiment une fatigue physique et morale enfin, il n'y a pas le même poids. Et, et ce qui fait que bah, j'ai tendance à beaucoup moins expliquer, bah, quand ça va pas, j'explique beaucoup moins, je dis ah, bah, c'est juste ça va pas, ou je me sentais pas bien, j'étais un peu malade, ou des trucs comme ça, et je vais beaucoup moins développer parce que bah, si je développe, on va me dire mais pourquoi tu restes, bah, tu devrais quitter la prépa tout de suite, voilà, tu devrais quitter la prépa, retourner travailler, puis reprendre tes études après, ou un truc comme ça, et de l'autre côté, bah, même s'il y a même s'il y a cette souffrance en quelque sorte de la prépa, bah, de l'autre côté, j'ai quand même envie d'aller au bout en fait. C'est aussi par challenge personnel, par volonté de finir, mais j'ai envie de finir mon année et de continuer, et c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer aux gens que bah, c'est relou, j'y arrive pas, c'est prise de tête, mais je vais aller au bout. Et, et voilà, c'est compliqué, d'autant qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir l'impression que bah, on se donne pas les moyens d'aller au bout, et, et que pourtant, bah, à l'instant T, on fait le max de ce qu'on peut faire, et que bah, parfois on peut faire plus à d'autres moments, et parfois on peut pas faire plus. Et c'est juste que voilà, on fait le max quand on peut faire le max de ce qu'on peut faire. Et c'est pas toujours le cas, et ça fluctue énormément, j'ai l'impression, avec la prépa. On n'est pas tout le temps à notre prime. On peut pas être bon partout, tout le temps. Il y a des fois où on s'effondre, et il y a des fois où, bah, voilà, il y a des fois aussi où enfin voilà, il y a des fois où il faut tomber pour savoir se relever, et si on tombe pas, bah, on saura jamais se relever, et le jour où on tombera, on n'y arrivera pas. Et c'est aussi par ça que ça passe la prépa, et du coup, il y a cette dimension de c'est compliqué d'expliquer aux gens que bah, la prépa, c'est galère, c'est prise de tête, c'est des embrouilles pour rien, et parce que bah, il y a l'incompréhension des autres, et puis il y a aussi cette dimension d'entre-soi propre à la prépa, et je veux dire, avec certains de mes potes en hippo, on s'est dit, putain, on a quand même, je suis désolée, tu vas devoir biper. On s'est dit, zut, alors on a vraiment un humour élitiste. Quand on vient à faire des blagues sur Platon et Aristote, ça fait aussi que bah, c'est compliqué. C'est compliqué aussi de, d'échanger avec des personnes qui ne sont pas en prépa sans bah, pas forcément se sentir supérieur, mais en tout cas sans sentir une différence. Et ce décalage il y a d'un côté, bah, c'est parce qu'on en apprend énormément, et qui fait que bah, ça modifie notre manière de penser, notre manière de faire de l'humour, mais il y a aussi, et ça se sent chez certains, qu'il y a aussi le fait que ah bah vous êtes en prépa, vous êtes l'élite de la France, et donc du coup il y a aussi bah, chez certains cette mentalité de se dire que bah, élève en prépa est donc égal à quelqu'un de supérieur, et que ce soit chez des gens qui ne sont pas en prépa, ou chez des gens qui sont en prépa et qui se sentent donc supérieurs par rapport aux autres. Et, euh, et c'est assez triste, ce qui fait aussi que bah, ça nous pousse à être un peu dans cette dynamique d'entre-soi, et de partager bah, juste avec des autres préparationnaires qui comprennent ce qu'on vit, et qui peuvent comprendre, et qui sont sur le même plan, sur la même longueur d'onde en fait. Bah, là où je travaillais, j'avais des clients qui m'avaient demandé. Voilà, tu sais, généralement, tu sais, les couples de personnes âgées, toujours très mignons, très attentionnés envers les petits jeunes qui veulent savoir ce qu'ils font dans la vie, tout ça. Et on m'a demandé, mais du coup, vous faites quoi? Et moi, j'ai dit, bah, c'était avant même d'entrer dans la prépa, et je disais, bah,
ouais, je vais intégrer une prépa, et, bah, ces personnes à qui j'en parlais me disaient ah oui, c'est dur, mais enfin, grosso modo, c'était ah, ça va être dur, mais trop bien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui sera un plus dans votre carrière, enfin, des trucs comme ça. Et enfin, la prépa est mise sur un piédestal est mise sur un piédestal par ceux qui sont passés par la prépa, qui ont vécu la difficulté de la prépa, et par ceux qui ne sont pas passés par la prépa et qui idolâtrent, qui sacralisent la prépa, et ce qui fait que du coup, il y a une volonté commune de mettre la prépa sur un piédestal, et qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de la défaire de ce piédestal, et de la descendre, et de la remettre à sa juste place. Je te montre la deuxième vidéo. Yes. La question que je me posais, c'était par rapport au regret, est-ce que les gens ont déjà regretté d'être venus en prépa, soit sur le long terme, soit même à des moments plus courts, parce que des fois c'est quelque chose d'assez étrange, de presque culpabilisant de regretter, parce que je me dis, il y a tellement de gens qui se sont investis pour que j'arrive là où j'en suis, que ce soit du coup mes parents qui ont été un sacré soutien pour que je continue mes études, ou même mes professeurs de lycée qui ont écrit des lettres de recommandation, ou même moi qui ai voulu m'investir pour arriver là où j'en suis. Et du coup, c'est vrai que des fois je me dis que c'est mal de regretter d'en être arrivée là, et que je devrais être contente. Et du coup, c'est de savoir est-ce que je suis la seule à me sentir comme ça ou pas. Question intéressante aussi de la Mathilde. Non, bah, enfin, je veux pas faire une généralité de mon cas, mais je pense qu'à un moment ou un autre, on regrette tous, pour une raison XY, enfin, d'être en prépa, que ce soit vraiment juste une idée passagère, ou vraiment, enfin, je pense qu'une fois que c'est fait, bah, c'est fait. Et bon, c'est un peu tard pour les regrets, mais quand on est dedans, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, mais quand on est dedans, c'est plus facile de regretter. Et aussi de se culpabiliser, comme dit Mathilde, enfin, de se culpabiliser, de regretter, parce que bah, déjà, c'est nous qui avons demandé d'être en prépa, on nous a pas tous forcés, en fait. Il y a des gens, voilà, moi j'ai demandé moi-même à faire une prépa, on m'a dit dans mon entourage, ah c'est une bonne idée, ou tu devrais faire une prépa, ça te plairait bien, mais on m'a jamais forcé à faire une prépa. Et du coup, bah, c'est une décision que j'ai prise moi. J'ai décidé d'aller en prépa, et quand parfois je regrette d'être en prépa, ou que je me dis c'est c'est pas fait pour moi, ou ce genre de choses, bah je culpabilise de je culpabilise de regretter, parce que j'ai pris cette décision, et parce que mon entourage une fois que j'ai pris cette décision, et une fois que je suis allée en prépa, mon entourage m'a suivi et m'a encouragée, et au bout d'un moment, bah, enfin, quand à force on en a marre, et qu'on n'arrête pas de dire tout le temps qu'on regrette et qu'on n'en peut plus et que c'est compliqué, mais que de l'autre côté on reste, notre entourage il a aussi du mal à suivre le mouvement, et à continuer de nous encourager. Ce qui fait que qu'on regrette aussi de mettre ce poids-là sur notre entourage. Et enfin, c'est un peu un cercle vicieux parfois enfin, comment dire, quand ça va un peu mal par rapport à la prépa, enfin, on regrette, et puis après on culpabilise, et puis après on en parle à notre entourage, et du coup on regrette d'en avoir parlé, et ainsi de suite. Et puis quand ça va mieux, on se dit, ah bah finalement c'était juste une passade, ou ouais, c'était juste lié à autre chose, et finalement la prépa ça va, et puis voilà, enfin, c'est vraiment ça va, ça vient, quoi, mais
Mais en soi, non, le regret, ça arrive assez souvent. Même si à la fin, je me dis... Enfin, je vais regretter sur le coup, mais à la fin, je vais me dire que malgré tout, je reste et je finis ma première année. Et une fois que j'aurai fini ma première année, j'irai en deuxième année. Et une fois que je serai en deuxième année, je finirai ma deuxième année. Et voilà, et quoi qu'il en coûte, et j'irai jusqu'au bout. Mais ça n'empêche que je sais que au milieu de tout ça, je vais continuer et je vais avoir de temps à autre des regrets et me dire que j'aurais peut-être dû aller en licence, que j'aurais peut-être dû quitter au milieu du semestre, que j'aurais peut-être dû accepter les licences dans lesquelles j'étais prise. Enfin, je me dis tout ça et puis après, je me dis bon, on se motive. Et, et voilà, c'est trop tard pour les regrets. Enfin, c'est aussi une manière de se motiver à finir la prépa, c'est de se dire que c'est un peu trop tard pour les regrets et que ce qui est fait et n'est plus à refaire. Et, et voilà, je finirai ma prépa, enfin j'espère. Et, mais je la finirai tout en sachant que de temps à autre, je regrette un peu d'avoir fait la prépa. Mais de l'autre côté, je regrette pas toutes les rencontres que j'ai fait en prépa. Qu'est-ce que t'en penses d'arrêter la prépa à un moment? J'ai certains camarades qui sont partis, il y en a qui sont partis assez tôt, hein, ils sont partis dès les vacances de la Toussaint. Et en fait, c'est les profs qui les ont encouragés à partir. Voilà, enfin c'est... Certains se sont vus dire qu'ils n'avaient pas leur place en prépa, qu'ils n'étaient pas faits pour la prépa. Et, euh, et du coup, on leur a demandé de partir. Ce qui, je pense, arrive dans toutes les prépas. Et, enfin, en tout cas, dans toutes les grandes prépas. Et, et donc, dans ce cadre-là, ce n'était pas vu comme un échec, c'était vu plus comme une possibilité de se réorienter dans quelque chose qui correspond plus à l'élève. Euh, mais, euh, mais pour les élèves qui sont partis après, euh, alors au sein de la classe même, je ne pense pas qu'il y ait eu de mauvaises impressions par rapport à ces départs. Honnêtement, il y a plus eu de la compréhension et parfois de l'inquiétude aussi pour des camarades qui allaient pas forcément bien et juste être sûr que, enfin voilà, rester un peu en contact pour être sûr que ça allait et, et voilà, être sûr que ils pouvaient, enfin que ça allait mieux et que voilà, mais il n'y a pas eu de, enfin voilà, ils n'ont pas été vus de haut et vus comme, enfin ils n'ont pas été vus de manière négative par les élèves et et en soi, enfin c'est pas tant qu'ils ont été vus de manière négative par les professeurs, mais c'est plus que les professeurs nous ont demandé d'essayer de les encourager à revenir en cours. C'est certains élèves, enfin en fait, ceux qui sont partis euh, en cours d'année, mais pas en... Enfin voilà, pas parmi ceux qui ont été encouragés à partir, ceux qui sont partis parce que voilà, ils pouvaient plus gérer ou bah c'est pas quelque chose qu'ils voulaient faire ou quoi que ce soit. Les professeurs nous ont dit vous êtes rentrés. Enfin, ils nous ont demandé si on était rentrés en contact avec eux, si on leur en avait parlé, s'ils nous avaient parlé de ça, ou si c'était juste parce qu'ils étaient malades ou quoi que ce soit, et s'ils allaient revenir. Et du coup, il y a aussi un peu cette emprise en quelque sorte que les profs ont sur les élèves de prépa je sais pas si c'est déjà arrivé, mais de pouvoir demander à des élèves de faire revenir d'autres gens. Et enfin, ça a dû arriver que certains profs réussissent à faire revenir des élèves en prépa, mais c'est. Mais, mais parmi ceux qui ont démissionné, en tout cas pour l'instant, enfin, dans ma classe, aucun n'est revenu. Et, mais aucun n'a été perçu de manière négative non plus par les élèves. C'est vraiment juste
Bah, les profs n'ont pas vu ça comme quelque chose de négatif, mais ont vraiment essayé d'insister pour les faire revenir et pour essayer de les aider en fait à se conformer un peu plus au modèle de la prépa, pour pouvoir s'adapter un peu plus quand justement, enfin, c'est quelque chose qu'il cherchait, qu'il cherchait à quitter aussi. Enfin, et c'est ça qui est assez marrant en fait, c'est que les profs recherchent, enfin qui est assez marrant, euh, ironique disons, c'est que les profs, bah, enfin, tant qu'on est là en cours, même si on galère, bah, ils vont pas spécialement venir essayer de nous repêcher, mais à partir du moment où ils considèrent que, enfin, à partir du moment où on va partir, ils vont essayer de nous aider et de nous faire remonter parce que bah, je pense que pour eux, c'est considéré un peu comme une sorte d'échec. Sous emprise des profs. Bah, plus ou moins, ouais. Enfin, ça dépend. Encore, ça dépend des profs. Enfin, ça dépend des profs, de l'importance qu'ils ont dans les. Enfin, c'est assez. C'est assez connu que les profs. Enfin, que certains profs ont un peu plus de poids. Par exemple, en conseil de classe ou par rapport aux autres professeurs. En hypo, un peu moins parce que toutes les matières se valent plus ou moins, mais certains profs ont vraiment plus de valeur. Et enfin, moi, de temps à autre, j'ai certains profs, je les compare au syndrome de Stockholm, quoi. C'est chaud. C'est là où j'en viens à me dire qu'il y a un problème parce que, bah, enfin, j'en ai parlé avec mes camarades de classe, ils m'ont dit que c'est totalement ça. Et le truc, c'est que, bah, il y a un problème avec certains profs, on s'en rend compte, et malgré tout, on l'accepte. On fait avec, et parce que bah, de temps à autre, ça se passe mal. Et puis de temps à autre, bah, on nous donne un peu d'intention, on fait attention à nous, on s'inquiète de nous, et ça fait que bah, tout de suite, bah, on apprécie à nouveau ses profs parce que bah, y a vraiment cette. Enfin, ça aussi vraiment entre les deux parfois, et ça fait que bah, du coup, on reste vraiment dans ce truc de se dire. Enfin, de placer à nouveau les professeurs enfin, de placer à nouveau les professeurs au-dessus de nous. Et c'est d'autant plus accentué que dans mon lycée, je sais pas comment ça se passe dans les autres lycées, mais dans mon lycée, bah, les profs, ils sont sur une estrade. Et ça met. Enfin, voilà, j'ai des professeurs qui l'ont souligné et qui ont dit bah, c'est sûr que le fait d'être sur une estrade, ça nous met sur un piédestal, et ça fait que bah, du coup, vous donnez plus de poids et de valeur à nos paroles que au reste. Et voilà, il y a des profs qui justement déplorent ça, mais il y a des profs qui aussi, qui ont conscience de ça et qui bah, pas forcément en jouent, mais en tout cas qui s'en servent, que ce soit conscient ou pas, mais qui se servent de ce poids et de ce pouvoir qu'ils ont bah, sur nous, sur la manière dont on a, sur la manière dont on perçoit certains cours, certains enseignements, et sur la manière dont on perçoit aussi la relation professeur-étudiant. Ce que j'entends par le syndrome de Stockholm, c'est donc dans le cadre précis, voilà, il y a un professeur, donc je vais utiliser le masculin neutre pour ne donner aucune information. Mais voilà, mais on a un professeur qui a assez, dans mon lycée, qui a assez de valeur, d'importance, parce que bah, ça fait longtemps que ce professeur est là, ça fait longtemps que ce professeur enseigne en prépa littéraire, et donc, puis même il y a un certain prestige social et scolaire, en fait, tout simplement, chez ce professeur. Et donc, malheureusement, ce professeur aime beaucoup aussi s'intéresser à ses étudiants et à dépasser un peu la limite du professeur, dans le sens où
par exemple, j'ai des camarades qui m'ont raconté, des camarades de Cagnes qui m'ont raconté comment s'était passé leur dernière colle dans cette matière. Et à la fin de l'entrevue, le professeur a dit à l'élève je sens chez toi une certaine instabilité parce que l'élève avait par exemple fait plusieurs couleurs de cheveux et coupes de cheveux différentes dans l'année. Et voilà, ce professeur dépasse souvent les limites dans cette manière-là, c'est-à-dire que ça va vraiment jusqu'à l'analyse de la psyché, de la mentalité des élèves. Et ce qui fait que parfois, il peut avoir des mots blessants. Et voilà, parfois c'est des sortes d'humiliation un peu publique où voilà, c'est par exemple si on répond pas à un mail de telle ou telle manière, ce professeur va nous le souligner en classe, va nous en faire la remarque, va nous nommer parfois ou nous regarder en tout cas bien fixement pour nous faire comprendre que c'est à nous qu'on s'adresse et que voilà, c'est vraiment très carré, très rigide sur ce côté-là et très envahissant. Et puis de l'autre côté, ce professeur a un cours passionnant, est passionné, et puis dans ces moments de bonne humeur, va vraiment partager avec nous et dès qu'on va avoir un sourire ou une bonne attention, on va se dire bon, finalement c'est pas si grave, ou on va dédramatiser la situation et accepter la chose parce que ce professeur est comme ça et ça ne changera pas, et on accepte la chose telle qu'elle est, et c'est vraiment quelque chose qui passe parmi les étudiants de ma classe, parmi les étudiants des classes supérieures des générations d'avant, et qui est plus ou moins connu en fait aussi de la vie scolaire. Quand on sort de colle avec ce prof, que ça s'est super mal passé, qu'on est en pleurs, qu'on croise quelqu'un de la vie scolaire et qui nous demande ce qui s'est passé, et qu'on explique j'étais en colle avec un tel, et tout de suite il y a un éclair de compréhension dans le regard qui fait oui, parce que ils ont déjà entendu parler d'événements proches. C'est vraiment compliqué, quoi. Mais il y a vraiment cette dimension de l'autre côté, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on peut subir avec ce prof, on l'adore quand même, entre guillemets, c'est-à-dire que ça fait partie de son personnage, en fait. Et du coup, j'ai une cagneuse qui m'a dit on a vraiment une love-hate relationship avec ce prof, parce que d'un côté on l'adore, et puis de l'autre côté on le déteste, et c'est vraiment là-dessus en fait c'est vraiment ça que j'entends par le syndrome de Stockholm. Ce qui est le principe même d'une relation toxique. Oui. Cette espèce d'ambivalence entre voilà. de l'amour. C'est ça, c'est vraiment un ex toxique. Un ex toxique qui continue de nous donner de l'amour avec une dose suffisante pour qu'on soit dépendant en fait de cette dose d'amour. Et ce qui fait que de l'autre côté, on n'est pas forcément traité du mieux possible. Parce que ça peut pas résumer aussi la relation qu'on a avec la prépa. Si, ça résume aussi totalement la relation qu'on a avec la prépa. Nos profs et la prépa sont des ex toxiques. Il faudrait que j'ai mon plan sous les yeux en fait. Tu vois, c'est ça aussi la prépa. Ça fait aussi que forcément on va chercher à organiser sa pensée.
Et que quand on part dans tous les sens, là je viens de dire qu'il faudrait que j'ai mon plan sous les yeux parce que je suis en plein concours et que je fais des plans tout le temps. Et que pour résumer une idée claire, il faudrait que je l'ai formulée de manière organisée selon un plan de dissertation.